Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h49, les grands débats du matin, et vous avez envie d'entendre parler, bien entendu, de Jean-Paul Belmondo. Et Oui. on va en parler ce matin avec Lydia Guirousse qui est avec nous, Benjamin Amar, prof d'histoire et porte-parole de la CGT Val-de-Marne, et Jacques Pessy, surtout notre journaliste préféré, ceux de radio qui connaît tout, surtout sur les grands de ce monde, en tout cas les acteurs, les actrices et les acteurs. Bonjour Jacques. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, alors Jacques, avant de vous donner la parole sur ce que représente Jean-Paul Belmondo, je voudrais, Lydia Guirousse est un petit peu plus jeune que vous, je voudrais savoir ce que représente aussi Jean-Paul Belmondo pour vous, et si vous le connaissiez ou pas. J'ai un souvenir avec Jean-Paul Belmondo. Je venais d'arriver de Kabylie, j'étais toute jeune enfant à l'école publique à Roubaix. Oui. Et notre premier contact avec la culture, c'était de faire une sortie au Colisée de Roubaix pour aller voir Cyrano de Bergerac. Nous avions 6 ans et Jean-Paul Belmondo nous a reçus dans sa loge et pendant une demi-heure nous a parlé de la lecture, de l'importance des livres, de la culture, et nous étions des enfants qui commencions à peine à apprendre à lire, et moi je découvrais aussi la langue française, et grâce à lui je me suis plongée dans la lecture et dans les livres, et à la fin de ce rendez-vous il nous avait offert le fameux nez de Cyrano de Bergerac, et c'est un souvenir absolument émouvant que je garde, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ouvre un livre j'ai une petite pensée pour lui, parce que c'est grâce à lui que j'ai cet amour. Alors on voit à travers votre témoignage, Jacques Pessy, qu'il y avait de l'insimplicité dans ses relations, dans ses contacts, Jean-Paul Belmondo, quelles que soient les personnes qui étaient en face de lui, non ? Oui, c'est-à-dire que c'est assez étonnant quand on voit sur Facebook, par exemple, les réactions depuis hier, et il y a des anonymes qui ont tous une photo avec Belmondo souriant. Il se prêtait aux photos de façon incroyable. Il avait un contact direct avec le public. D'abord, à Roland-Garros, il n'y allait pas pour la frime, il allait parce qu'il aimait le tennis. Le PSG et le football, ça le passionnait. C'était sa vie. Comme la boxe qu'il aurait voulu exercer. Il ne vivait que pour son métier et avec l'amour du public et la simplicité. Oui, l'amour du public, justement, il y a des auditeurs qui réagissent. On a Eric qui nous appelle de Tours au 0826 300 300. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Bonjour Eric. Jean-Paul Belmondo, pour vous, il représentait quoi ? Pour moi, c'était un artiste, un comédien. Vous aviez Belmondo l'artiste et puis Delon la star. C'est-à-dire qu'il avait, il était très humain, et il ne jouait pas, il ne surjouait pas à l'extérieur. Il restait tel qu'il était, naturel, sans faire des. Si vous voulez, il ne recherchait pas la lumière. En fait, il était tout simplement lui-même. Et c'est ce côté humain qui reste pour moi. Ouais. Et surtout L'As des As. Ouais. C'est le film, un des films de mon enfance que j'ai regardé un certain nombre de fois. Ouais. Et il avait ce côté en fait comédien de théâtre au cinéma. Ouais. Il jouait, si vous voulez, il avait des mimiques, il avait des gestes qu'on retrouve au théâtre, et il les avait intégrés au cinéma. Ouais. Et voilà, il avait un instinct sur les plateaux de tournage. Eric, restez avec nous, Jacques Pessy. Complètement, c'est-à-dire qu'on lui donnait la base du scénario, comme chez Godard, et Lelouch aussi, et après il faisait ce qu'il voulait. Il avait l'instinct de démarrer une scène et d'en faire quelque chose qui devenait un chef-d'œuvre. Les cascades au départ, ça a été instinctif. Dans L'Homme de Rio, Gilles Delamarre, qui était le cascadeur engagé, a eu très peur pour lui. Il dit mais il va jamais arriver à faire ça. Et instinctivement, Belmondo a voulu faire ça, et ça a marché. Et toujours, tout au long de sa carrière, c'est l'instinct qui a prévalu. Vous parliez de L'As des As. Ouais. L'As des As, il l'a cru en ce film tout de suite, et ça a été un de ses plus grands succès. Et ça lui a valu d'ailleurs quelques ennuis, parce que ce qu'on sait, c'est que Belmondo aimait les gens, mais quand il aimait pas, il aimait pas. Ouais. Et quand on a osé l'attaquer parce que L'As des As était un succès et avait soi-disant pris le succès attendu de dimanche, en une chambre en ville de Jacques Demy, ouais. Il s'est déchaîné, il a écrit une lettre à la critique en citant Bernanos à propos de la critique, les ratés ne vous rateront pas. Oui. Et on est en interview d'ailleurs de TV5 Monde où il parle des cascades. Oui, donc Après, on m'a reproché de faire des cascades ou de faire des films populaires. Les cascades, vous savez, j'ai rencontré Gilles Delamarre, qui était vraiment le prince des cascadeurs. J'ai rencontré dans L'Homme de Rio. On est devenus très très amis. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h56, excusez-nous, on a eu un petit problème technique. C'est Jean-Paul Belmondo, dans une de ses cascades encore magnifiques, alors qu'on diffusait un extrait d'interview. Hop, c'est lui-même qui a déclenché. Oui, voilà, c'est ça. C'est une pirouette, il a déclenché en fait la pub. Benjamin Hamar, avec Lydia Guirousse et Jacques Pessis, et puis les auditeurs, vous êtes avec nous pour commenter, revenir sur cette disparition de Jean-Paul Belmondo et surtout de ce qu'il laisse. Vous, le prof d'histoire, quelle image laisse-t-il Jean-Paul Belmondo? Moi je suis un amateur de cinéma et bon, Belmondo c'est déjà une des grandes figures de la nouvelle vague. Pierrot le Fou, personnellement, c'est un de mes 3-4 films préférés. À bout de souffle, voilà. Et puis il y a, outre cet aspect cinéphile, il y a le cinéma populaire. Voilà, moi quand j'étais gamin, les films de Bébel, j'en ai pas raté beaucoup. Donc c'était effectivement une grande figure, quelqu'un l'a dit précédemment, une grande figure du cinéma populaire, et c'est quelque chose auquel moi je suis très attaché. Et puis en plus il y a autre chose quand même. Jean-Paul Belmondo, on l'oublie, on le dit pas souvent, il a été pendant plusieurs années le président du syndicat CGT des comédiens et acteurs. Et il avait été interviewé par le grand magazine de la CGT, La Vie ouvrière, et en prenant des positions qui étaient extrêmement fortes et qui parlent à tout syndicaliste. Donc c'était quelqu'un c'est une figure que j'ai jamais rencontrée, mais auquel j'étais attaché. Ouais. Ah s'il faisait la promotion de la CGT en plus, oui, bien sûr, Benjamin. C'était pour vous combler. Lydia Guirousse, chez les politiques, parce qu'on est souvent fasciné, les politiques ont besoin en fait d'avoir des stars en fait autour d'eux un petit peu pour porter la campagne. Jean-Paul Belmondo, il avait une aura aussi. Je pense que beaucoup de politiques auraient aimé avoir le soutien de Jean-Paul Belmondo. Ou l'aura de Jean-Paul Belmondo. Ou l'aura ou le charisme de Jean-Paul Belmondo. C'est vrai que Jean-Paul Belmondo, il incarne la France, mais toute la France. Que ce soit les milieux les plus aisés ou les milieux les plus populaires. On aime Jean-Paul Belmondo. Et s'afficher pour un politique aux côtés de Jean-Paul Belmondo, mais en plus avoir son soutien, c'était, je pense que beaucoup en ont rêvé, mais il était sans doute trop intelligent pour prendre le risque de s'exposer politiquement, voire d'être instrumentalisé par un politique. Même si on l'a vu auprès de certains. Par exemple, Nicolas Sarkozy, bien sûr, essayait... il se connaissait bien, quoi, aussi, bien sûr. Donc, comme un autre monstre sacré qui nous reste de Depardieu, qui était venu à un meeting de Nicolas Sarkozy, bien sûr. Beaucoup de réactions. Il y a des réactions sur les qui vont dans votre sens, oui, Lydia. Ludovic qui nous dit un peu de tout ça, puisqu'on vous demande si c'est une légende, un cinéma populaire, la France d'avant ou charmeur cascadeur. Vous dites un peu tout ça. Un sportif devenu monument du cinéma où chaque Français pouvait s'identifier par son charisme, sa force, son humeur, son charme, son élégance et sa simplicité. Voilà, et c'est ce qui revient assez régulièrement. Et c'est vrai que on reproche aujourd'hui énormément aux acteurs d'être plutôt assez distants, de refuser des autographes, des photos. De garder cette distance avec le public, ce qu'il n'avait pas lui. Ce qu'il n'avait pas, il avait une générosité, beaucoup l'ont souligné, une simplicité. En fait, il avait la marque des vraies grandes stars qui n'ont pas besoin des réseaux sociaux ou d'en faire trop pour être des vraies stars. C'était son talent qui parlait pour lui, et donc il était accessible, il était disponible, et il avait un vrai bonheur à rencontrer ceux qui lui ont permis d'avoir ce succès, à savoir les téléspectateurs et puis les gens qui se rendaient dans les salles de cinéma. Oui, Jean-Baptiste dit un homme libre sur les réseaux sociaux à notre sondage. Et il était un homme libre. On va continuer dans un instant à en parler. Bien sûr, les programmes sont un peu bouleversés. On parlera aussi des attentats tout à l'heure, puisqu'il y a le procès qui s'ouvre demain. Nous serons avec l'une des avocates. On va évoquer aussi quand même dans quelques minutes aussi la réforme des retraites qui revient un peu sur la table avec Benjamin Hamar qui sera avec nous, et Jacques Pessis toujours sur Jean-Paul Belmondo. Et vous au 0826 300 300. Restez avec nous. On revient dans un instant. Et tout de suite, on a un petit extrait de Jean-Paul Belmondo, Joyeuse Pâques, écoutez. Ah, les gens sont extraordinaires. Il suffit de trouver un homme et une femme en tête à tête pour aussitôt on bâtit un roman. Ah non, vraiment, ça c'est... Vraiment, c'est... Non, vraiment, c'est... Et que... Mais tu sais bien qu'il s'est rien passé. Je suis arrivée trop tôt. Mais non. Regarde là. C'est une gosse. Je suis pas à l'âge de faire la sortie des maternelles. Bon, alors, qui est cette personne? Parce que tu m'as toujours pas dit, hein. C'est Julie, Sophie. Ah bon? Eh, c'est Julie. Bon, mais encore. C'est ma fille.
Et voilà, c'est réglé. La mauvaise foi absolue. C'était la mauvaise foi. Voilà, c'est ça. L'incarnation de la mauvaise foi. Allez, on continue. D'ici 10h, avant de retrouver Valérie, expert. Tout à l'heure, à 10h-10, comme chaque matin, la France est à vos côtés. Cécile, on reviendra sur beaucoup de secteurs qui se battent pour le recrutement. Là, il y en a un qui est particulièrement touché et affecté. On sera à leur côté. Dans la France est à vos côtés. Ce sont les boulangers. Hein. Oui, ce sont les boulangers qui aujourd'hui recherchent du personnel. 9000 postes à pourvoir et on ne comprend pas pourquoi, puisque le métier, même s'il y a une pénibilité, le métier est plutôt attrayant. Donc voilà, on en parlera avec Sandra Sekinger, qui est boulangère à Nancy, et puis le président de la Confédération nationale de boulangerie-pâtisserie française, Dominique Enrac, sera avec nous pour nous expliquer pourquoi effectivement il y a une pénurie et qu'est-ce qu'on peut changer en tout cas dans ce secteur d'activité qui est normalement en pleine croissance. Oui, la France à vos côtés, c'est chaque jour. Dans un instant également aussi le Bataclan, un procès hors norme, surtout des victimes hors normes entre guillemets, bien sûr, avec ce procès qui va s'ouvrir des attentats du 13 novembre demain. Sylvie Topalov, qui est avocate spécialisée dans les domaines du travail, de la santé et de l'environnement, et bien sûr aussi qui est avec ces victimes, sera avec nous tout à l'heure dans 10 minutes. Mais on continue aussi de rendre hommage à Jean-Paul Belmondo. Tout à l'heure, juste avant la pause, Jacques Pessis, vous êtes toujours avec nous, comme Benjamin Hamar et Lydia Guérousse. On disait à travers l'auditeur Eric, hein, on aura un autre auditeur d'ailleurs dans un instant, qu'il était aussi un peu la modestie même, Jean-Paul Belmondo. Hein. Tout à fait, c'est-à-dire que Jean-Paul, il ne fallait pas l'embêter. C'est-à-dire que d'abord, vous le voyez dans un restaurant, vous allez le saluer, et après vous lui filez la paix. Parce qu'il pouvait être aussi gentil, il pouvait être modeste, discret, mais il ne fallait pas l'embêter. Je vous donne un exemple totalement surréaliste. Un jour, il se retrouve à la Nouvelle-Orléans pour un film de Claude Lelouch, et on lui demande d'aller au discours officiel. Il va au discours officiel, il s'en va, il s'ennuie, et pendant le discours, à quatre pattes, il quitte la salle tellement il s'ennuie. Et il ne savait pas qu'on allait lui offrir les clés de la ville après. Et un autre exemple aussi étonnant, quand Jacques Lang lui remet la Légion d'honneur et fait un grand discours, Belmondo a répondu « Quand j'ai entendu Jacques Lang parler, je ne savais pas qu'il parlait de moi ». C'est dire sa modestie. Oui, non, totalement. Lydia Guérousse, Benjamin Hamar, et puis Bruno qui est au 0826 300 300. Bonjour Bruno. Oui, bonjour messieurs, dames. Bonjour à vos invités. Bon. Jean-Paul Belmondo, pour vous? Une déception qu'il soit parti. J'ai appris le décès par ma femme hier soir et une grande douleur. Grande douleur. Pourquoi douleur? Pourquoi? Parce qu'il représentait, comme on le dit d'ailleurs... le peuple. Il représentait le peuple. Ouais. C'était un homme entier, c'était un homme comme on n'a plus aujourd'hui par nos gouvernants justement, et beaucoup de Français ne représentent plus Belmondo. Belmondo est un pur homme, avec une paire de coronesses, et un homme qui disait les choses. Que malheureusement, de nos jours, on n'a plus. Et donc on a perdu un homme qui représentait tout ça, un homme entier, un homme énorme. Et mon plus grand regret, c'est de ne pas l'avoir rencontré avant qu'il parte. Oui, c'est vrai. Merci pour ce témoignage. Il dégageait ça, d'ailleurs, hein, Lydia Guérousse, dans les films, ce côté... authentique. Authentique. On y va, on dit les choses, mais toujours avec de la bienveillance, je trouve. Même dans son jeu, ça transparaît cette gentillesse, cette bienveillance, et sa modestie et une vraie élégance, parce que je crois qu'il a été marqué par un épisode, c'est au conservatoire où il a été recalé à la fin. Et cette élite culturelle de l'époque qui lui avait dit qu'il ne serait jamais acteur et qu'il devait renoncer immédiatement. Et sa carrière parle pour lui et dit à quel point ils se sont trompés. Mais je crois qu'il a été véritablement touché à l'époque, et c'est peut-être pour ça qu'il ne se rendait pas compte du succès qu'il avait. Et savourait chaque jour. Il a remercié à l'époque où il a eu le César d'honneur, hein, Jacques Pessis, il a remercié sa mère parce que c'est elle qui lui a dit ne t'inquiète pas, il faut du courage, parce qu'on l'avait découragé aussi parce qu'il n'était pas beau pour certains, aux yeux de certains, et donc il ne collait pas avec une plastique qui était recherchée, Jacques Pessis, et c'est pour ça que il a continué malgré tout, hein. Il disait il faut du courage, et c'est le mot qu'il retenait le plus.
il a eu beaucoup de courage. D'abord, c'est Pierre Dux, qui a été ensuite administrateur du Français, qui l'a refusé. Ouais. Il a eu seulement un accès site, donc au conservatoire, il n'a pas pu entrer à la Comédie Française, qui était son rêve. Et effectivement, sa mère lui a dit, va jusqu'au bout. Et sa mère était essentielle pour lui, comme son père. Paul Belmondo, c'était pour lui le véritable artiste de la famille. Sa mère a vécu jusqu'à 100 ans et il s'en occupait, mais vraiment comme un enfant s'occupe de sa maman. Il était toujours aux petits soins, il l'emmenait partout. C'était vraiment son idole, c'était la famille. La famille, c'est très important pour Belmondo. Oui. Benjamin Amar, vous avez dû être touché par ce que disait Bruno à l'instant. Un homme comme on n'en a plus en fait aujourd'hui, notamment chez les politiques, c'est-à-dire qui ose dire les choses. C'est ce qu'il représentait aussi pour vous. Vous l'avez dit tout à l'heure pour les gens qui nous rejoignent que, par exemple, à un moment donné, il a défendu les acteurs au nom d'ailleurs de la CGT. Hein. Il a fait plus que ça. Il a été président du syndicat CGT des comédiens et acteurs au début des années 60 jusqu'en 1966, aux côtés par exemple de Michel Piccoli, qui était vice-président du syndicat. Et c'était quelqu'un, effectivement, je l'ai dit, qui émanait de la culture politique, de la culture populaire. C'était un homme du peuple. Et effectivement, je suis d'accord avec les analystes qui le présentaient comme accessible, comme finalement, comme sans chichi. Puis il a commencé, on l'ignore aussi, un de ses tout premiers rôles, c'était Les Copains du Dimanche. C'est un film qui avait été produit par la CGT, figurez-vous. Et alors, le film finalement n'est pas sorti. Il a été ensuite connu dans le film Les Tricheurs. Mais voilà, il émanait de cette culture populaire. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui faisaient partie de notre quotidien, mais avec ce côté finalement anti-système. Le cinéma, c'est un art populaire, essentiellement. On l'oublie un peu trop souvent. Anti-système en même temps, bien sûr. Alors, il a réussi, donc évidemment, dans les années 60-70, il a été très performant, il a été adulé par certains. Il y a eu quand même dans sa carrière, Jacques Pessis, un peu un trou d'air, quoi, à un moment donné. Hein. Faut pas l'oublier non plus. Oui, il y a eu un trou d'air à la fin des années 70, mais sa grande période, parce qu'on parle toujours de L'Homme de Rio et de tous ses films, et de L'As des As, sa grande période sont les années 79-85. Il a battu tous les records de fréquentation du cinéma à cette époque, et ça a été son grand moment. Et après, quand il a battu ces records, c'est là où il a eu envie de faire du théâtre, parce qu'il sentait qu'il était arrivé au sommet, il avait connu un trou d'air, et il ne voulait pas prendre le risque une seconde fois de rechuter après de tels succès. Car il avait aussi cet instinct, c'était un homme d'affaires, Belmondo. Il avait choisi de produire ses films, il a dirigé, on l'a oublié, le Théâtre des Variétés pendant des années avec son frère, et là aussi, entre deux tournages, il veillait au centime près à la réalisation de tous ses projets. Oui. Un mot, parce qu'il représente et il symbolise la France insouciante des années 60-70. C'est marrant parce qu'il y a quand même un sacré paradoxe, hein, Benjamin Amar. C'est au moment où on est en train de parler de remise en cause de cette période, notamment par exemple avec la réforme des retraites. Ça vient se télescoper à ce moment-là. Oui, il y a un grand paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une nostalgie des années 60 que tout le monde partage, parce que c'était... alors il y avait des problèmes dans les années 60, mais c'était la période des 30 Glorieuses, avec effectivement des inégalités sociales qui étaient beaucoup moins fortes, l'État-providence, le modèle keynésien, et effectivement il y a chez certains une posture qui consiste à la fois à cultiver la nostalgie culturellement, mais économiquement à casser ce modèle social que nous avons construit et qui est très précieux et que nous avons toujours la possibilité de financer, quoi qu'en disent certains. Oui. Merci beaucoup Benjamin Amar, Lydia Guirousse et Jacques Pessis pour cet hommage. Vous pouvez continuer de voter sur les réseaux sociaux et on en reparlera tout au long évidemment de la journée sur Sud Radio. On l'a déjà fait beaucoup hier où nous vous posons ce matin cette question sur ce que représentait pour vous Jean-Paul Belmondo, une légende, le cinéma populaire, la France d'avant, un charmeur cascadeur. Eh bien, à 44% pour l'instant, c'est la France d'avant, devant une légende, le cinéma populaire et le charmeur cascadeur. Dans un instant, changement de décor, si je puis dire. Évidemment, nous allons parler du procès qui va s'ouvrir demain, des attentats du 13 novembre, le Bataclan, avec l'avocate Sylvie Topalov, qui ne parle pas forcément souvent dans les médias et qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin pour en parler dans un instant. Et puis, vos réactions. Oui, au 0826 300 300 et continuez de commenter sur notre compte Twitter Sud Radio. Il est 9h14.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h18, merci d'être avec nous. Les grands débats du matin continuent et demain s'ouvre le procès des attentats du 13 novembre 2015. Pour en parler ce matin de ce procès hors norme et surtout des victimes hors norme, Sylvie Topalov est avec nous, avocate spécialisée dans les domaines du travail, la santé et l'environnement. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, Sylvie Topalov. Vous voulez nous parler aussi de l'importance en fait de ce procès, parce que bien souvent, hier on s'interrogeait sur par exemple les 9 mois de ce procès, c'est-à-dire la longueur et la possibilité malheureusement aussi de dilution un petit peu des débats. En quoi c'est important, bien sûr, pour les victimes, mais également peut-être pour connaître tous les mécanismes. Et comment il va se dérouler, en fait, ce procès ? Écoutez, l'audience publique est un moment essentiel du procès. Ouais. Jusque-là, on a une instruction extrêmement fouillée, un travail absolument exceptionnel, mais tout ça s'est passé entre professionnels. L'instruction, c'est le secret de l'instruction, c'est le huis clos des audiences devant la chambre d'instruction. Et là, à partir de demain, l'audience devient publique. C'est-à-dire que les enquêteurs, et cela va commencer par ça, vont venir nous expliquer comment ils ont procédé pour remonter les filières. Et donc, les services secrets également vont pour la première fois venir dire quelles étaient les informations dont ils disposaient, comment ils ont fait pour rechercher ou ne pas trouver, comme c'est le cas d'Abaoud, un des participants, mais qui n'est pas jugé puisqu'il est mort lors de l'assaut dans l'immeuble de Saint-Denis le 18 novembre. Mais nous allons donc avoir l'exposé de la façon dont la justice a enquêté et comment donc elle a répondu à ce défi. Alors cette audience publique et ce questionnement est très important, non seulement sans doute, évidemment j'allais dire, pour les victimes qui participent à cette élaboration de la vérité, elle est importante aussi pour le public, pour les citoyens que nous sommes, pour que cet événement soit peut-être pas compris, mais en tout cas expliqué, qu'on ait, par exemple, en ce qui concerne les accusés, le profil de ces accusés, comment ils ont été radicalisés, etc. Donc on va confronter tout cela. La parole est évidemment contradictoire, c'est-à-dire que n'importe quel témoin cité par une des parties doit être interrogé par les avocats des parties civiles, par le parquet et enfin par la défense. Oui, mais Sylvie Topalov, est-ce que c'est un peu ne pas un peu paralyser aussi certaines victimes, bien sûr, les impressionner de venir il y a une pièce qui a été construite spécialement, enfin c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est un peu hors norme, les effrayer à l'idée de venir justement prendre la parole ou écouter aussi les accusés, même si on sait que les accusés ne vont pas beaucoup parler. Salah Abdeslam risque d'observer un certain mutisme, quoi. Écoutez, ça, on ne sait pas. Oui, ça, on verra. C'est les surprises de l'audience. C'est en ça que, si vous voulez, c'est un événement tout à fait unique. On est dans ce lieu, cet espace clos. Tout est possible. Vous savez, la justice, par exemple, organise des confrontations. Quelqu'un dit blanc, l'autre dit noir. On se dit, on va les confronter. A priori, on se dit, pourquoi changer d'avis ? Or, les confrontations, la dimension humaine, les regards, l'échange, fait que parfois, il y a une vérité qui émerge. Donc, la question de la participation des victimes, bien sûr, il y a un nombre important de victimes qui ne veulent pas s'infliger cette nouvelle épreuve. En même temps, pour une victime, par exemple, un proche d'une personne décédée, ne pas être présent peut être tout aussi difficile, puisque c'est quand même un moment qui leur est consacré, 5 semaines d'audience, à raison de 5 audiences par semaine, de 12h30 à 20h, sera consacré à l'audition des victimes. C'est-à-dire que c'est un moment qui leur appartient. Oui. Alors, évoquer la personne décédée, dire la souffrance qui leur a été infligée, parler de façon subjective, c'est en même temps, on cesse d'être une cible, d'une certaine façon, on cesse d'être une victime au sens passif, pour devenir l'acteur de sa propre vie en mettant des mots sur la souffrance. C'est-à-dire que le procès, c'est le moment de juger, c'est l'acte de juger. On sort de l'état de guerre et on entre dans le processus judiciaire. Oui, même si certaines victimes le disaient, vous n'aurez pas ma haine, hein, bien sûr. Comment prendre ça, justement ? Pensez-vous que les terroristes ne méritent pas la haine, justement, des victimes ? Écoutez, là, il y a des positions, effectivement, extrêmement différentes. On peut
avoir cette position, on peut aussi considérer que on ne va pas faire l'économie de cette haine, mais quoi qu'il en soit, et quelle que soit la position qu'on a par rapport à sa propre subjectivité, ce qu'on est dans la haine, dans le ressentiment, etc., tout ça est d'une certaine façon suspendu pendant le temps judiciaire, puisque là, les paroles doivent s'échanger. Donc on a une confrontation entre les accusés, les victimes, des êtres humains qui sont face à face, qui se parlent, qui devraient se parler. Bon, vous avez raison, il s'est tué pendant tout le temps de l'instruction. Néanmoins, voilà, il a quand même fait le choix cette fois d'un avocat, il y a une équipe d'avocats qui le défend. Moi, ça me paraît difficile d'envisager d'être défendu et en même temps de continuer de refuser de parler. Donc je crois aussi que ce moment est attendu. Est-ce qu'il va parler? Il y a des choses qu'il dit, il y a des secrets. Il y a des choses qui ne sont pas claires encore. Qu'est-ce qui devait se passer après? Comment ça a été organisé? Là, vous attendez vous-même aussi que, à travers... Alors, comment ça pourrait être déclenché, justement, des révélations telles que celle-ci? Vous y croyez? Écoutez, moi, je crois. Je crois que, peut-être, que pour un accusé, d'être confronté aux conséquences terribles qu'a eu ce geste, vous me direz, il pouvait les anticiper. C'est une chose de les anticiper. C'est une autre chose de regarder les photos. Et c'est encore une autre chose d'être confronté à une personne que vous avez définitivement blessée. J'ai encore l'espoir que dans cette confrontation des regards et des visages, quelque chose survienne qui soit pas l'expression de la compassion, parce qu'elle sera... Non, mais du profondément humain, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et que peut-être ce soit le moment où un accusé peut avoir envie de dire ce qui s'est passé pour lui, et peut-être de nous permettre, non pas de comprendre, mais d'expliquer, alors soit pour éviter que ça se reproduise, soit parce que les mots permettent d'intégrer, que la collectivité citoyenne que nous sommes intègre cette histoire dans la mémoire collective. Vous savez, c'est fascinant de voir combien les gens sont absolument encore bouleversés, tétanisés. Comment c'est... Alors, ces mots, on les répète, des mots brisés, des destins, mais à fréquenter, à regarder, à être au quotidien avec ces victimes, c'est la chose la plus déchirante qui soit. Nous sommes passés en tant que société à autre chose. Ce moment, c'est à nouveau de les entendre et que ça s'inscrive. Alors, d'un processus judiciaire qui donne la parole à tous avec des confrontations. Oui, c'est ça, c'est confrontation. On va marquer une petite pause. Juste avant, Lydia Guirousse, peut-être une réflexion, une remarque ou une question à poser à Sylvie Topalov, qui est avec nous ce matin, avocate. C'est vrai que c'est un procès historique, mais les attentats du Bataclan sont aussi un moment qui a été un basculement. C'est la jeunesse, c'est la légèreté, c'est la mixité, c'est notre mode de vie qui a été attaqué au cœur de Paris. Moi, je voudrais savoir si Salah Abdeslam, dont je n'attends rien et je pense qu'il n'a pas changé, parce que je ne crois pas en la déradicalisation ou en l'évolution de ces personnes-là. Peut-être que je ne suis pas assez optimiste. Mais est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a émis des regrets? Est-ce qu'il a évolué dans son idéologie? Est-ce que vous avez des informations sur Salah Abdeslam et son évolution idéologique? Nous n'en avons strictement aucune. Aucune. Okay. On en est au stade de supputation. Il y a eu une espèce de valse d'avocats, puis plus d'avocats du tout. Je le disais tout à l'heure, le simple fait qu'il ait fait le choix d'être défendu par une avocate qui a constitué une équipe peut permettre d'espérer qu'il y ait une ouverture. Mais à ce jour, aucune information. Donc, la seule chose que je puis dire, c'est que pendant toute la durée de l'instruction, il a absolument refusé de parler et il a contesté la légitimité de ce procès, de cette justice française au bénéfice de la justice d'Allah. Ça va être l'un des grands défis, peut-être, justement, de ce procès. Montrer qu'il y a une certaine justice face à ce qu'est, la justice en fait, d'Allah, de Dieu, quoi. Oui, et en même temps, c'est pas seulement par rapport à la justice de Dieu. C'est par rapport aussi, par exemple, aux États-Unis. Les États-Unis ont fait un autre choix. Le choix d'un camp militaire à Guantanamo. Voilà, la France fait un autre choix
pas la continuation de la guerre au travers d'une justice militaire ou pas de justice du tout, mais au contraire de réintégrer dans la communauté des hommes ces gens qui sont accusés et de leur donner les droits à un procès respectueux de leur dignité et avec des temps de parole, c'est-à-dire qu'Abdeslam, s'il décide de parler, il est accompagné par les avocats, il aura la parole en dernier. Oui. Merci. Allez, on continue avec vous dans un instant, Sylvie Topalov. Encore quelques minutes avec nous. On parlera aussi de la filière belge, puisque il ne faut pas oublier évidemment que tout ça est venu quand même de Belgique. Ça a passé la frontière sans aucun problème. On va en parler dans un instant pendant encore une dizaine de minutes avec vous. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. 9h28. 5h10, Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h32, merci de votre fidélité. On revient bien entendu ce matin avant l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015. Demain, on en revient avec Sylvie Topalov, avocate spécialisée dans le domaine du travail, de la santé et de l'environnement. Oui, parce que, au passage, on souligne d'ailleurs, vous êtes avocate de l'Association nationale, par exemple, de défense des victimes de l'amiante. Vous avez travaillé dans énormément de dossiers. Alors là, on revient donc sur ces attentats du 13 novembre. Il y a beaucoup d'interrogations avant même le démarrage en fait de ce procès. Il y a aussi la filière en fait belge. On se souvient que évidemment il y avait un certain nombre de terroristes qui venaient des quartiers bien sûr en France, mais il y a cette filière. Ça va être l'occasion de revenir dessus. Comment en 2018 déjà ça avait été évoqué? Absolument. Oui. C'est vraiment au cœur du dossier. Bon nombre d'accusés sont belgeo, je sais pas comment on dit, marocains. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est non seulement ils sont nés en Belgique, c'est plutôt la 3e génération, mais originaires du Maroc. Ouais. Salah Abdeslam, par exemple, est effectivement français, mais il est né en Belgique de parents marocains. Donc cette filière, elle est centrale. Ouais. Et donc, je pense on va beaucoup réfléchir et se questionner. Travailler sur une forme de négligence qui a été peut-être observée à l'époque avec ces filières qui existaient. Voilà, c'est ça. C'est sans doute une mise en cause aussi des autorités belges qui ont laissé prospérer dans cette commune un salafisme de combat qui ne se cachait pas. Donc, bien évidemment, il y aura une interrogation autour de la politique suivie par les autorités belges. Mais ce qui est intéressant et ce qui est également une nouveauté dans ce procès, c'est que les enquêteurs belges vont venir. Le juge d'instruction qui a mené l'instruction en Belgique autour des attentats qui vont se produire à l'aéroport et dans le métro le 22 mars 2016 sera là également pour expliquer comment les autorités belges ont géré ces questions et surtout comment le dialogue s'est fait, ou plutôt ne s'est pas fait, entre la France et la Belgique. Alors le moment essentiel, c'est le moment où il y a un passage de frontière à Cambrai, où la police interroge les autorités belges, et à ce moment-là, on ne sait pas que Salah Abdeslam fait partie des personnes recherchées. Ça va mettre un peu de temps, sauf qu'entre-temps, évidemment, ils sont partis. Alors ensuite, il va falloir plusieurs mois, puisque ce n'est que le 18 mars 2016 qu'il est arrêté par la police belge. Oui. Est-ce qu'il va y avoir, à votre avis, des allers-retours entre cette affaire, directement, ces attentats donc de l'époque, de novembre en fait 2013, et puis 2015, et puis ce que l'on vit en fait aujourd'hui, c'est-à-dire toujours les menaces du terrorisme. En clair, est-ce que finalement ce procès est aussi celui un petit peu du terrorisme islamiste? Alors écoutez, en ce qui me concerne, j'ai souhaité la comparution en qualité de témoin des gens, des universitaires, des chercheurs. Nous avons des gens indiscutables, Gilles Kepel, Hugo Micheron ou Bernard Rougier, pardon, et qui vont être entendus au cours de ce procès. Gilles Kepel est entendu au mois de novembre, en même temps d'ailleurs que François Hollande. Je crois que nous attendons tous des éclaircissements sur le lien entre la géopolitique, le terrorisme. Il faut rappeler que l'originalité, la singularité de cette affaire, c'est que c'est un attentat de grande envergure organisé depuis
Raqqa depuis l'État islamique. Donc le grand ordonnateur Oussama Attar, qui semble-t-il est décédé, mais qui sera jugé par Semble-t-il, vous dites, parce que justement, on a des interrogations sur un certain nombre d'instigateurs qui étaient à l'époque à Raqqa, en Syrie, voilà. Alors, qui tant dirigeaient qu'ils ne sont pas officiellement décédés, que les corps n'ont pas été identifiés, la justice doit les juger par contumace, de telle façon que s'ils émergeaient, on ait un acte judiciaire utilisable contre eux. Donc c'est très important. Et en même temps, évidemment, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas juger les morts. Donc on est sur une espèce de fil du rasoir, là, où il va falloir être extrêmement prudent. Mais en tout cas, il est certain que la dimension internationale doit être prise en compte, quel est le rapport entre la géopolitique et le terrorisme, et donc nécessairement va se poser la question de la situation actuelle avec ce qui s'est passé en Afghanistan. Essayant de donner des explications sur ce qui s'est passé, immanquablement, on se pose la question de savoir si les leçons ont été tirées par la police, par les politiques, par les services secrets, pour que de tels attentats ne se reproduisent pas. Donc, bien sûr, avec des infiltrations, notamment de réfugiés. Alors, Alors ça, c'est autre chose. On sait évidemment que un certain nombre de combattants de Syrie sont arrivés en France avec l'aide d'Abdeslam, justement, et d'un autre Abrini qui, lui, également comparaît, et qu'ils ont bénéficié, profité des mouvements de migrants énormes de l'été 2015 pour se faufiler dans cette mouvance, et qu'ils ont ainsi pu passer les contrôles de frontières et revenir sur les territoires français et sur les territoires belges. En ce qui concerne les Français, quand même, je voudrais dire que, en ce qui concerne le Bataclan, c'est ce qu'ils appellent eux-mêmes dans les ordinateurs qui ont été retrouvés par les enquêteurs, c'est le groupe français. Les trois, si je puis dire, terroristes du Bataclan sont, eux, d'origine français, ils sont français, absolument. Bon, alors évidemment, aucun n'a survécu, puisque ce sont... alors, la question de savoir si... Vous savez, il y a ce commissaire de la BAC absolument exceptionnel qui est encore dont on ne connaît pas le nom et qu'on appelle dans la procédure Guillaume X, qui était de permanence à la BAC ce jour-là, qui a, sur son appel radio, alors qu'il se dirige vers le Stade de France, apprend qu'il se passe quelque chose au Bataclan, arrive immédiatement, sans aucun respect des procédures, rentre et tire sur un Mimour qui se trouve sur la scène, face à lui, et qui est en train de balayer la fosse avec sa Kalachnikov. C'est ce commissaire de la BAC qui va tirer, mettre en joue un Mimour, qui va mourir alors même qu'il a sa ceinture de sécurité. Est-ce que c'est la balle, ou est-ce qu'il tire la ceinture de sécurité? En tout état de cause, c'est ce commissaire qui l'arrête. Soit qu'il lui fait tirer ça, soit qu'il reçoit une balle de... Oui, bien sûr. Et soit il meurt effectivement de cette balle, ou il le fait exploser. D'ailleurs, à ce propos, il y a une question qui se pose autour de Salah Abdeslam, Cécile. Oui, on se pose la question de savoir si effectivement le gilet de Salah Abdeslam n'a pas fonctionné, ou s'il l'a délibérément pas fait fonctionner, parce que ça change aussi un peu le visage de ce procès, de dire est-ce que finalement c'est un lâche et de ne pas mourir en martyr, est-ce qu'il a eu des remords, qu'est-ce que ça peut changer? Alors ça, c'est vraiment une question qui est très importante. Il est certain que si il volontairement il n'actionne pas sa ceinture, soit remords, lâcheté, soit c'est le gilet qui ne fonctionne pas. Problème technique. Vous voyez bien que c'est pas le même profil. Il ne pense pas que s'il parvient à démontrer qu'il n'a pas... au dernier moment, il a reculé. Son frère vient de se faire sauter. Au dernier moment, il a reculé. Il va être exonéré de sa responsabilité, évidemment. Oui, mais c'est terrible par rapport justement à ces idéologies. Il y a un truc qui va se passer. C'est certainement pas ce geste-là qui serait suffisant pour qu'il échappe à sa responsabilité. Néanmoins, on n'est pas tout à fait dans le même profil. Alors, est-ce qu'il va s'engouffrer dans cette brèche ? L'expertise qui a été faite du gilet qu'on a retrouvé à Montrouge dans un sac, dans une poubelle, ne permet pas d'être
tout à fait certain du défaut technique ou de l'absence de défaut technique, ce qui signifierait qu'il n'a volontairement pas mis à exécution son plan, qui était sans doute de faire sauter à l'arrivée des policiers, puisqu'il l'avait porté. Alors on ne sait pas quelle sera sa stratégie de défense pendant justement ce procès, cette audience. C'est une jeune avocate qui s'occupe de lui, qui sera là pour le représenter. Est-ce que vous craignez justement le mutisme comme ça a été le cas pendant toute l'instruction? C'est vraiment l'hypothèse la pire, c'est-à-dire que si tout se mure dans le silence, ce procès va être extrêmement compliqué. Il va se tenir bien évidemment, mais là il y a une grande attente, c'est-à-dire les victimes ne sont pas là seulement. Si personne ne parle en face des victimes et des experts. Oui, ça va être très très compliqué. Donc, mais il en est capable. Il en est capable. Il a quand même tenu. Il était à l'isolement, il a été à nombreuses reprises appelé par le juge d'instruction. Il n'a pas dit un mot. Là, il témoigne quand même soit d'une force de caractère, soit d'une emprise idéologique tellement importante. Non, mais là, il va être face au témoignage, donc peut-être que ça peut déclencher quelque chose chez lui. Pour moi, le fait qu'il prenne un avocat, qu'il choisisse un avocat, et qu'il comme précédemment, que ce ne soit pas un avocat qui lui soit commis d'office par le bâtonnier, me laisse à penser qu'il y a un changement d'attitude, et peut-être qu'il n'interviendra pas sur tous les sujets, mais peut-être qu'il va s'ouvrir. Alors, peut-être on peut considérer que c'est lui faire un grand crédit que de penser que face à la douleur qu'il a infligée, quelque chose pourrait se remuer en lui, mais bon, voilà, on est quand même le facteur humain, enfin, tout me paraît possible. En tout cas, le fait qu'il ait choisi un avocat devrait quand même... En tout cas, on aura une parole. Alors, est-ce qu'elle sera une parole offensive, de rupture, d'insolence? Je l'ignore. Je crois vraiment que c'est pas leur intérêt, franchement. Mais, Merci beaucoup, en tout cas, Sylvie Topalov, avocate, d'être venue à la veille de l'ouverture de ce procès hors norme. Bien sûr, nous en parlerons encore longuement demain matin et puis dans les jours qui vont suivre, puisque ça va durer quand même, évidemment, 9 mois.